Bonjour à toutes et à tous pour le deuxième numéro des Trois Voix, un tambour. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti est allé à la rencontre de Marie-Alice Théard. Je vous accueille d'ailleurs dans un endroit qui respire la poésie et la résidence de Marie-Alice Théard est waouh. J'aime dire que cet endroit est une œuvre entre les couleurs de son jardin, la chaleur de ses peintures et l'atmosphère qui invite à la contemplation. On peut passer le temps sans rien faire que regarder. Je crois que mon invité n'a plus besoin de présentation aussi. Poétesse, écrivaine, historienne de l'art et l'une des rares femmes docteurs en histoire de l'art en Haïti. Depuis plus de 40 ans, elle dirige avec passion, dynamisme le festival Arts. Avec elle, nous allons explorer son univers, son amour pour l'art, la littérature et l'écriture. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Marie-Alice Théard, bonjour et comment allez-vous? Honneur, je vais divinement bien. Comme d'habitude, je tire mon plaisir des petits riens de la vie. Je vis dans l'instant car je ne connais pas demain. Et le passé, je l'ai oublié, j'ai mauvaise mémoire. De quoi allons-nous parler? Dis-moi. Nous allons parler de votre passion pour l'art et la littérature. D'abord, ma question, vous avez un parcours très impressionnant, dynamique et passionné. Vous êtes aujourd'hui une voix majeure de l'art en Haïti. Quels souvenirs vous viennent en tête lorsque vous repensez à vos débuts dans l'art et la littérature? Mes débuts ont commencé de façon assez particulière. Je devais avoir 4 ans, j'aimais déjà la musique. Et comme voisin, j'avais Guy Scott qui était un fin pianiste. Alors ma nounou d'alors m'emmenait chez les Scott juste à côté et on me laissait sous le piano de Guy. Mais 9 mois après, ma nounou accouche d'un beau petit mulâtre. Et c'était le bébé du colonel Scott, le père de Guy. Alors scandale dans la famille, scandale dans le quartier. Tout se faisait en musique. Et ma vie a commencé comme ça, en musique. Et quelques années plus tard, mon père va se faire arrêter sous le gouvernement de François Duvalier. Et j'ai vu cet homme que je connaissais, pimpant, qui s'habillait de drill blanc et qui avait un petit diamant au petit doigt parce que c'était de mode à l'époque. C'était l'époque Art déco. Et il était tout amidonné. Et 3 jours plus tard, on nous a ramené un homme en loques qui avait fait sur lui, qui sentait pas bon du tout. Et depuis lors, ma vie s'était désarticulée. Et c'est ainsi que j'ai pris les vêtements de ma sœur aînée, qui étaient des vêtements fort beaux. Je les ai défaits, j'en ai fait des patrons et je me suis installée à 13 ans comme couturière. Et nous n'avions plus un sou à la maison. On m'a envoyé au lycée Philippe Guerrier d'Écailles et voilà que je me retrouvais là avec des hommes qui étaient des géants quand je suis toute petite de taille. Je n'avais que la voix. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la voix était un outil dont on pouvait vraiment faire bouger le monde, avec lequel on pouvait faire bouger le monde. Et j'ai commencé à parler à mes amis sous différents tons selon l'importance de la stature. Et en tant que couturière, je me disais, il fallait que je trouve assez pour acheter des livres, non pas en 2e ou 3e main, mais en 1000e main, ou ce qui en restait, et trouver 50 centimes pour aller au cinéma. Et j'ai vu de si beaux films à l'époque. Et je me suis dit, mais puisque je ne vais pas pouvoir acheter des livres, demain je serai écrivain. Et mon père, qui était pharmacien, me dit, si tu veux être écrivain, il te faut beaucoup lire. J'avais 13 ans et on m'a remis les livres d'Émile Zola. Je n'y comprenais goutte, mais c'était bien écrit, c'était beau et je retenais les mots. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris l'habitude de faire ce que j'appelle mes banques de mots. Je prenais des papiers et j'écrivais des mots dessus et avec les mots, je formais des phrases. Et avec les phrases, je me disais, mais j'habite du côté de l'océan. Notre maison au Caille donnait face à l'océan et les remous de l'océan berçaient mes moments
avec l'écriture. Et c'est alors que je me suis dit, mais cette musique-là, elle peut devenir vie. Et elle est devenue, non pas vie, mais vivante dans mon âme d'enfant. Et j'ai commencé à écrire des choses qui ne valaient rien, ou qui étaient tout simplement un penchant de mon âme dans l'instant. Et un peu plus tard, je vais laisser les cailles pour Port-au-Prince. Dans une boîte en carton, on avait mis mes vêtements et j'avais l'impression d'être grande. Mais non, ce n'était pas le cas, c'est parce que je portais des chaussures qui avaient été tellement ressemellées. Il y avait semelle sur semelle, donc déjà j'avais pris l'habitude de monter les escaliers, même à mon insu. Hein. Et je suis allée vers les sœurs du Christois et je leur ai dit, écoutez, je n'ai pas les moyens de payer les cours, mais je suis une personne intelligente. Si vous me ratez, vous allez rater un écrivain de demain. Alors ça a fait rire ces bonnes sœurs parce qu'elles étaient toutes américaines et cette école américaine ne donnait pas de bourse. Mais, chance, il y avait une petite religieuse haïtienne parmi le lot et elle a dit, mais elle est tellement extravagante, pourquoi ne pas lui donner une chance? Et c'est ainsi que je vais être la seule à avoir bénéficié d'une bourse à Christ the King Secretarial School. Et je deviens une secrétaire de direction. Alors là, diplômée avec mention et tout le tralala de l'époque, je trouve une place à l'ambassade de France. Après un mois, je dis à l'ambassadeur, c'est bien beau chez vous, mais je me sens enfermée, je suis en prison, je veux m'en aller. Et il me dit, mais où est-ce que vous iriez? Je dis, écoutez, comme les oiseaux, je vais prendre mon envol et je vais aller tout là-haut. Il y a un hôtel qui s'appelle Castel Haiti Hotel et je vais être là et je vais voler de mes propres ailes. Alors il m'a dit, bon vent. Eh bien, bon vent, je suis partie vers l'hôtel Castel Haiti et je dis au docteur Thébault, je veux travailler chez vous. Il me dit, ah, j'aime bien le terme je veux, hein. Vous êtes petite de taille, mais vous avez du culot. Je dis, ah oui, à revendre. Et c'est ainsi que je vais me lancer dans l'hôtellerie et je vais suivre des cours à La Salle University. Et je deviens hôtelière et je fais une spécialisation en relations publiques et je vais être dans l'hôtellerie pendant 22 ans. Et un beau jour, un ami à moi qui avait été exilé pour des raisons de cul, voulait revoir Haïti et avoir un passeport. Et son épouse, Hélène Gruber, va proposer de financer quelque chose en Haïti. C'est ainsi que le Mupana va naître dans ma cuisine. Et je vais avoir la couronne de Soulouk dans ma salle de bain pendant 1 an. Je vais vivre avec lui, l'un des plus grands hommes de ce pays. Celui qui a dit, je ne suis qu'un petit soldat, mais si vous faites de moi un président, gare à vous. Alors, je vais laisser l'hôtellerie, je retourne à l'université et ma chance indécente, ça a été la rencontre avec Michel-Philippe Lerbourg qui revenait de la Sorbonne. Et j'ai eu ce cours pendant 8 ans. Et voilà, au début, nous étions 120 à suivre le cours et au bout du compte, nous avons été 8 diplômés parce que c'était long. Surtout quand on rentrait dans l'esthétique. C'est poussiéreux, c'est ennuyeux. Donc, étant donné que moi, j'aimais lire, je lis 4-5 livres en une semaine. Donc, on m'a gardé là. Et je suis devenue galériste. Et c'est la belle, la grande, la magnifique aventure. J'ai ouvert ma galerie avec presque rien et 3 artistes. Aujourd'hui, ils sont 245 à travailler avec moi de façon continue. Et puis, je suis restée une toute petite femme avec la grande gueule que tu connais. Hein? Mais ma drogue, c'est l'écriture. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne connais pas la drogue, mais je suis une épicurienne, j'aime l'amour, j'aime faire l'amour avec l'homme de ma vie. Et c'est un homme que j'ai connu 2000 ans avant Jésus-Christ et je l'ai retrouvé dans cette vie et j'ai même retrouvé notre fille. Et c'est ce qui me pousse à écrire sur la réincarnation, à faire des recherches aussi.
Et depuis ma tendre enfance, je vis dans le merveilleux haïtien puisque ma famille a habité pendant longtemps une maison hantée et j'ai beaucoup aimé balayer la terrasse de cette maison en compagnie des fantômes. Les fantômes existent. Oui. Et j'ai pu faire la différence entre les fantômes et ceux-là que l'on appelle les médiums, c'est-à-dire qui sont décédés mais qui n'ont pas encore traversé. Mais là, nous laissons de côté la littérature, il semble. Je rentre dans le... Mais quels sont, à part Zola, mais quels sont les écrivains qui vous ont marqué, qui vous ont touché? La personne que j'aurais aimé rencontrer, mais il est trop tard. Mais je vais le rencontrer dans une autre vie, c'est Jean d'Ormesson. On le traite parfois de niais, mais... On le traite souvent de l'écrivain du bonheur, du plaisir, le plaisir simple. Je suis amoureuse du bonheur. Pourtant, j'aime beaucoup Sellers aussi. J'aime Garcia Marquez. Mais mon amour le plus pur demeure quand même Franck Etienne. Pourquoi? Car c'est la personne au monde qui va avoir envers moi un geste de générosité indécente. C'est de l'indécence pure que d'offrir à quelqu'un pendant 2 ans des heures de travail en écriture et en fin de compte de lui dire « Tu ne me dois rien, tu peux maintenant voler de tes propres ailes. Si on dit que tu ne sais pas écrire, tu diras à cette personne de venir me voir. On peut aimer ou ne pas aimer tes écrits. Mais mon Dieu, moi je veux faire plaisir au lecteur puisque j'ai des écrits qui sont très dictatoriales. Et j'ai dictatoriaux, on dit. Parce que quand on est poète, tu sais ce qu'on fait? On invente des mots pour avoir la musicalité et rester dans l'harmonique qui convient. J'adore ça! Et Franck m'a appris justement à jongler avec les mots. Et c'est intéressant parce qu'on peut se permettre de tout oublier et de se dire, tiens, tu me parles de la nappe, qu'est-ce que je vais faire de cette nappe? Est-ce que je vais lui mettre des couleurs, la mettrai sur une table, ou est-ce que j'en ferai une nappe d'eau? C'est quand même bien. Et j'écris beaucoup d'histoires insolites qui sont des histoires vraies pour justement garder vivant le patrimoine de mon pays puisque nous sommes un peuple qui ne sait pas lire. On fait tout dans l'oraliture. Et pour garder cette mémoire, j'ai écrit 7 tomes d'histoires insolites. Mais je fais du travail sérieux aussi. Je ne suis pas toujours dans le merveilleux puisque j'ai sorti ce livre sur plus de 100 femmes haïtiennes plasticiennes. On va en parler. Mais on dirait que vous êtes toujours dans le merveilleux parce que vous parlez toujours des esprits, les autres mondes, de l'universalité. Il y a des esprits avec nous là, nous ne sommes pas seuls. C'est votre légende. Est-ce que quand on vit dans une île comme Haïti, on peut parler de légende? Est-ce qu'on peut parler de mythomanie? Est-ce qu'on peut parler de merveilleux? Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple hypersensible et nous prenons le bonheur et la joie dans les toutes petites choses que la vie peut nous offrir. Ici, nous sommes assis sous des arbres, il y a des oiseaux dans les arbres. Et au loin, j'entends le bruit, le vrommissement de ces camions qui passent. Mais c'est du bonheur. Et il y a le soleil qui me caresse la peau avec volupté. Qu'est-ce que je peux vouloir de plus? Ce n'est pas vivre dans le merveilleux, ça. C'est vivre dans une réalité qui est belle. Alors que chez nous, on se dit que notre espoir de vie est de 24 heures. C'est faux. C'est d'un instant. Le moment d'après, je peux m'en aller. J'ai les pieds sur terre. Je peux voyager poétiquement dans ma tête, mais mes pieds restent sur terre. Je suis très lucide. À 80 ans, on peut se permettre toutes les folies et rester quand même lucide. Alors on dit, elle fait un Alzheimer, ne vous en faites pas. On peut dire toutes les vérités aux gens. On vous pardonne, on dit qu'elle est gaga. Non. Mais comment vivez-vous aujourd'hui au quotidien? Eh bien, je suis cartomancienne. Je vis de la cartomancie. Je suis une médium. Donc, j'ai des clients un peu partout, de par le monde. Je travaille au téléphone. Il suffit que l'on m'appelle et puis le contact se fait. Je ne t'ai pas montré mes cartes.
Je lis dans la boule de cristal, je lis dans la flamme de la bougie, je lis les mains. Je fais la chiromancie, qu'on appelle aussi chiromancie. Qu'est-ce qui vous a inspiré, qui vous a motivé à devenir historienne de l'art? Et vous êtes l'une des rares femmes à avoir un doctorat dans l'art. Merci au MUPANA. C'est quand on a fait installer le MUPANA et mon ex-mari et moi, on avait beaucoup travaillé. Et c'était du bénévolat. Et puis, je suis allée racoler des gens qui étaient devenus nos collaborateurs pour mettre ce musée en place. Alors, à l'entrée du musée, on avait mis une petite plaque pour nous remercier, mon mari et moi. Et l'une des personnes que j'avais racolées, qui était Gérald Alexis, quand on l'a nommé directeur, il a enlevé la plaque. Il a dit, mais c'est quoi cette saloperie? Alors, je me suis dit, peut-être que l'ingratitude est une lâcheté. Je dis n'importe quoi et tout, à mon âge, il faut dire. Je ne veux plus me taire. Et oui, en voyant cet étalage de notre histoire de peuple, et je me suis dit, mais nous sommes un peuple créateur. L'art est partout chez nous, même dans les rues, il suffit de voir l'étalage des marchands le long des trottoirs. C'est un régal pour les yeux. Et Monsieur Lerbourg étant disponible, je l'ai suivi et je suis allée à l'Institut français pour suivre le cours d'histoire de l'art, ce qui m'a donné le plaisir immense de rencontrer Monsieur Cousteau. C'est un grand monsieur qui a fait les océans pour découvrir les trésors qui s'y cachent. Mais il est décédé maintenant. Mon mari de l'époque était Franck Larco. C'est lui qui avait refait toute l'armure, les armoiries, les armatures, le système électrique, le système hydraulique, tout ce que le MUPANA ne pouvait pas payer, celui qui avait bichonné les armes et tout le reste, et qui justement, et voilà la raison pour laquelle on nous avait mis cette petite plaque à l'entrée pour dire merci, et qui avait été enlevé par ce beau monsieur. Et alors, je me suis dit, mais il faut ouvrir une galerie d'art. Je n'avais pas les sous, mais c'était pas important. J'avais 3 amis qui étaient artistes et avec eux, j'ai ouvert Festival Arts qui maintenant, on était en 83, à plus de 40 ans. Et ces artistes étaient Roland Dorcelli, Bernard Séjourné et Philomé Aubin. Et j'ai eu les plus beaux moments de ma vie dans ce cheminement artistique, à fréquenter ce monde tellement riche et tellement divers, et ces imaginaires tellement incongrus parfois, parce que de la chose la plus simple et la plus dénudée, ils en font de pures merveilles. C'est extraordinaire de voir quelqu'un froisser un papier et de ce papier faire une sculpture qui a une beauté inimaginable. Et c'est ce que j'ai la chance de côtoyer tous les jours de ma vie et je remercie beaucoup les artistes, je n'arrête pas de les remercier. Certains d'entre eux sont devenus des maîtres, comme Mario Benjamin, Marie-Tout Dupoux, Bernard Séjourné, il n'est même pas nécessaire de le mentionner, Luckner Lazare et tous les autres. Ce sont des artistes qui sont devenus hors de prix pour nous autres Haïtiens. Et c'est un petit bonheur pour moi de parler de ces gens-là et d'écrire à propos de ces gens-là et de rentrer dans une forme de critique que les autres artisans de l'art ne pensent pas à toucher. Je fais plutôt une étude psychanalytique de ces artistes-là. Mais qu'est-ce qui définit la peinture haïtienne? On dit que l'on ne peut créer que quand on est en situation. Ce qui motive, dynamise et rend cette pléthore de dimension incroyable, cette créativité
qui la rend tellement vivante et présente, c'est que nous sommes toujours en situation. Nos plages de sécurité et de paix sont des plages très minces. On est toujours en situation en Haïti. On manque toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Quand on ne manque pas de souffle, alors nous créons. Nous allons dans un autre univers pour nous sentir bien, acceptés et équilibrés dans notre déséquilibre. Ce serait là la réponse que tu cherches. Vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes, mais qu'est-ce que ces artistes ont apporté dans votre vie? L'amour, la satisfaction d'être femme vivante, rectiligne et verticale. Je mens pas, je dis la vérité, je vis dans la vérité, qui parfois dérange les autres. J'ai vu des artistes pleurer parce que mes critiques étaient acerbes, acides et presque inacceptables, pourtant acceptées. Et c'est ainsi que j'ai vu des artistes de qualité moyenne se laisser aller et rentrer dans cette folie qui allait faire d'eux des maîtres. Car tu deviens un maître, pas parce que tu as une technique aboutie, mais parce que tu vis tes émotions, parce que tu te permets de t'oublier et d'être une flopée d'émotions, des fois barbares, mais une émotion présente. Et à 80 ans, vous êtes toujours vivante. Et Je vais vivre c'est pourquoi c'est la santé, les rencontres, la littérature, l'art. Tu as vu ma maison, j'ai une toute petite maison. Il faut s'aimer pour vivre dans cette maison. Tu ne vois pas qu'il est très difficile de se déplacer à deux, côte à côte. On doit être l'un devant l'autre. Et je vis dans cet univers-là. Et je suis bien parce que je ne crois pas dans le matériel. Et j'ai toujours cru dans les humains et les humains m'ont toujours rendu cet amour que je sème autour de moi. Est-ce que tu sais que je suis allée en Afrique, j'ai fait toute la côte ouest pendant 1 an et j'étais partie avec un billet de $100. Je suis revenue avec mon billet de $100. Parce que j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer Alex Haley. Alex Haley faisait des recherches sur sa parentèle et je dis toujours que la personne qui a retrouvé sa famille, ce n'était pas Alex Haley. C'était un Haïtien qui s'appelait Franck Joseph et qui travaillait pour les Nations Unies. Et l'histoire est partie de là. Alors je dis souvent que je représentais la petite paysanne qui suivait le groupe. Tu sais, quand un groupe se déplace, il y a toujours à l'arrière des femmes qui accompagnent. Donc, ce qui fait que partout où j'allais, je fréquentais les différentes tribus, je m'intégrais dans ces différents groupes et il n'était pas nécessaire pour moi de dépenser mon argent. Je suis revenue avec mes $100. Et puis, beaucoup d'enseignements. Et c'est ainsi que j'ai compris combien était grand mon peuple, combien les Haïtiens étaient un peuple unique et nous étions les derniers descendants de Noé. Et celui-là qui fait le voyage de Gorée à Haïti et qui arrive vivant n'est pas n'importe qui, nous sommes un grand peuple. Et quand on traverse la mer, qu'on est en haute mer et qu'on voit ce bleu de nuit, que ces hommes-là de ma race, de ma nation, ont traversé sur des frêles petits bateaux faits de palmis souvent parce que tu sais que le palmis ne pourrit pas dans l'eau. Donc, ils traversent cet océan pour aller vers d'autres rives. Ce sont de grands hommes et de grandes femmes. On n'a jamais rendu hommage aux boat people. Pourquoi? Il faudra bien qu'on le fasse un jour. Dans les premiers frissons de l'aube, mon corps écrit l'aventure des vents inaudibles. Transmutation qui me fait revivre de l'absence, ma chair toute illusoire et réelle jusqu'au fait du regard. Vêtue de lumière dans le tournoiement d'un piège crépusculaire, voyager jusqu'au vertige
à travers le cabotinage de tes doigts et le labyrinthe de tes désirs. Revoyager sur le tranchant subversif de la mémoire, repartager les versants obscurs du territoire absolu de l'amour, inventorier d'ineffables trésors enfouis dans le gouffre des cathédrales, engloutis dans l'oubli. Je me retrouve aujourd'hui reine de mes douleurs et de mes joies, jusqu'au transport de mes reins ivres de la poussière des astres, exorcisant les plaisirs du désastre, cassant les malédictions de fin de siècle, pour que ne revienne jamais le vide atroce de la mort. Je vais vous poser une question que j'avais posée à Franck Etienne. Vous avez 80 ans. Quels sont les plus beaux souvenirs de votre vie? Oh, les plus beaux souvenirs de ma vie sont dans ma famille, mon père, ma mère, mes sœurs et frères qui étaient mes sœurs et frères en Égypte 2000 ans avant Jésus-Christ, que j'ai retrouvé les esprits qui partageaient nos repas et dans cette maison hantée où nous étions heureux. Ma mère, au Caille, ça se trouve juste à côté de l'hôpital général. C'est la maison qui fait le coin de la Grande Rue et il y a une grande terrasse. Et le matin, il y a des fantômes qui viennent sur la terrasse et il y a des esprits qui vivaient avec nous dans la maison. Et c'était agréable comme tout. Et ce sont des souvenirs précieux. Et je me rappelle mon père qui m'a appris à lire dans un livre de médecine. Je suis allée à l'école fort tard parce que non, à l'époque il y avait de l'argent, c'était avant l'arrestation de mon père. C'est parce que je suis arrivée très tard dans cette famille. Mon frère aîné partait pour aller faire sa médecine en France. Quand moi je suis arrivée, ça a été une naissance insolite. Donc j'ai été très très gâtée, pourrie par mes parents, frères, sœurs, papa, maman. J'ai eu une enfance heureuse. Et c'est ce qui m'a permis aussi de transmettre à tous ceux-là que je rencontre l'amour que je porte en moi. Ces souvenirs d'amour, parce que je m'occupe beaucoup de jeunes. Okay. On va terminer avec cet entretien, mais je vois que vous lisez tellement bien, c'est comme vous êtes une diseuse. Comment apprenez-vous à lire les poèmes? Qu'est-ce qui vous a montré? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Et pourquoi tout ce charme dans votre voix quand vous lisez un poème? Voilà, il faut connaître la paysannerie haïtienne. Mes parents allaient en vacances à Campérin, au Caille. Et il y avait ce qu'on appelle les glacis des paysans. C'est cette petite terrasse où on met le café à sécher. Et le soir, les paysans se réunissaient pour ce qu'on appelle chez nous tirer les comptes. Et j'y allais. Et je les écoutais. Et je me suis rendu compte que ces gens-là étaient des acteurs hors normes. Et c'est de ces contes-là aussi que je tirais beaucoup de leçons de valeurs. Les valeurs morales. La façon de traiter les gens avec respect. Voilà pourquoi je dis toujours honneur. Et en partant, je dis respect, parce que ça me vient de ma petite enfance. Et j'ai appris de ces paysans-là que la vie, c'est un grand théâtre. Donc, je suis toujours à l'écoute des oiseaux qui passent, du soleil qui vient le matin chatouiller les feuilles de mes avocatiers. Et je regarde le contraste contre le ciel bleu. Et puis, les mots me viennent. Et je dis, parce que les paysans disent, quand ils travaillent, il y a les combites. Tout le monde chante, tout le monde dit. On dit beaucoup dans la paysannerie haïtienne. Et c'est ainsi que j'ai appris à dire. Et aussi à être coquette. Merci beaucoup, Marie-Alicea, de nous avoir reçus ici dans votre maison familiale. C'est un immense plaisir pour moi. Et je te laisse aller avec respect et beaucoup d'amour à partager avec les autres. Merci, c'était avec nous Marie-Alice Théard. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de 3 voix, un tambour.